Laurent Godet, Ouragan. Une lointaine odeur de chienne. Moi, Joséphine Ling Stilson, négresse depuis presque 100 ans, j'ai ouvert la fenêtre ce matin, à l'heure où les autres dorment encore. J'ai humé l'air et j'ai dit « ça sent la chienne ». Dieu sait que j'en ai vu des petites et des vicieuses, mais celle-là, j'ai dit, elle dépasse toutes les autres. C'est une sacrée garce qui vient, et les bayous vont bientôt se mettre à clapoter comme des flaques d'eau à l'approche du train. C'était bien avant qu'ils n'en parlent à la télévision, bien avant que les culs blancs ne s'agitent et ne nous disent à nous, vieilles négresses fatiguées, comment nous devions agir. Alors j'ai fait une vilaine moue avec ma bouche fripée de ne plus avoir embrassé personne depuis longtemps. J'ai regretté que Marley m'ait laissé veuve, sans quoi je lui aurais dit de nous servir 2 verres de liqueur, tout le matin que nous soyons, pour profiter de nos derniers instants avant qu'elle ne soit sur nous. J'ai pensé à mes enfants, morts avant moi, et je me suis demandé, comme 1000 fois auparavant, pourquoi le Seigneur ne se lassait pas de me voir traîner ainsi ma carcasse d'un matin à l'autre. J'ai fermé les 2 derniers boutons de ma robe et j'ai commencé ma journée, semblable à toutes les autres. Je suis descendu de ma chambre avec lenteur, parce que mes foutues jambes sont aussi raides que du vieux bois. Je suis sorti sur le perron et j'ai marché jusqu'à l'arrêt du bus. Moi, Joséphine Ling Stilson, négresse depuis presque 100 ans, je prends le bus tous les matins et il faudrait une fièvre des marais, une de celles qui vous tordent le ventre et vous font suer jusque dans les plis des fesses pour m'empêcher de le faire. Je monte d'abord dans celui qui va jusqu'à Canal Street, le bus miteux qui traverse le Lower Ninth Ward, ce quartier où nous nous entassons depuis tant d'années dans des maisons construites avec 4 planches de bois. Je monte dans ce bus de rouille et de misère parce que c'est le seul qui prenne les nègres que nous sommes, aux mains usées et aux regards fatigués, pour les emmener au centre-ville. Je monte dans ce bus, dont la boîte de vitesse fait un bruit de casserole, mais j'en descends le plus vite possible, 6 stations plus loin. Je pourrais aller jusqu'à Canal Street, mais je ne veux pas traverser les beaux quartiers dans ce taudis-là. Je descends dès que les petites baraques du Lower Ninth laissent place aux maisons à 2 étages du centre, avec balcon et jardin. Je m'arrête et j'attends l'autre bus, celui des Rupins. C'est pour être dans celui-là que je me lève le matin. C'est dans celui-là que je veux faire le tour de la ville, un bus de blanc qui me dévisage quand je monte, parce qu'il voit tout de suite que je suis du Lower Ninth. C'est celui-là que je veux, et si je me lève si tôt, c'est que je veux qu'il soit bondé, parce que lorsque je monte, cela me plaît d'avoir devant moi, en une double rangée un peu blafarde, tous ceux qui vont s'épuiser au travail. Je m'assois. Et je le fais toujours avec un sourire d'aise, n'en déplaise aux jeunes qui me regardent en se demandant quel besoin a une vieille carne dans mon genre de prendre le bus si tôt, encore qu'il n'en soit pas tant que ça à se demander ce genre de choses, car la plupart s'en foutent, comme ils se foutent de tout. Je le fais parce que j'ai gagné le droit de le faire et que je veux mourir en ayant passé plus de jours à l'avant des bus qu'à l'arrière, tête basse, comme un animal honteux. Je le fais, et c'est encore meilleur lorsque je tombe sur des vieux blancs. Alors là, oui, je prends tout mon temps, car je sais que même s'ils font mine de rien, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'il fut un temps pas si lointain, où mon odeur de négresse ne pouvait pas les importuner si tôt le matin, et j'y pense moi aussi. C'est bien que nous sommes unis d'une pensée commune, même si chacun fait bien attention de ne rien laisser paraître. Nous sommes unis, ou plutôt face à face, et je gagne, chaque fois. Je m'assois le plus près de là où ils sont, en posant mes fesses sur un morceau de leur veste si possible, pour qu'ils soient obligés de tirer dessus, et que leur mécontentement croisse encore. Jamais aucun de ces vieux blancs ne m'a laissé sa place lorsqu'il est arrivé que le bus soit plein. Une fois seulement. Alors que j'avançais dans la travée centrale, un homme m'a souri, s'est déplacé pour aller côté fenêtre,
et m'a fait signe de m'installer à côté de lui, sur la place qu'il libérait. « Tu n'as pas peur des vieilles vaches noires, fils ?» J'ai lancé, pour rire. Il m'a répondu en souriant. « Nous nous sommes battus pour cela. » C'est depuis ce jour que lorsque j'ai besoin d'un clou ou d'une ampoule, ce qui n'arrive pas si souvent, je traverse la ville pour aller chez Ruston & Sons, le quincaillier. Car ce jeune Blanc-bec est le cadet du vieux Ruston, et je me fous que le clou soit plus cher qu'ailleurs. J'y vais au nom des vieilles luttes et du goût savoureux de la victoire. Moi, Joséphine Ling Stilson, négresse depuis presque 100 ans. Je dois être une bien grande pécheresse car, je l'avoue franchement, je ne me lasse pas d'avoir gagné. Je fais le tour de la ville en bus chaque matin et c'est comme de faire la tournée de mon empire. Les chauffeurs, je les connais. Ils m'aiment bien et me saluent avec politesse. Ce jour-là, donc, comme tous les autres depuis si longtemps, je suis monté dans le premier bus. Il y avait une place au premier rang à la droite du chauffeur et je m'y suis mise. « Une belle journée qui s'annonce, hein, Miss Stilson ?» a-t-il lancé. Et comme je n'aime pas parler pour ne rien dire, comme l'avis des autres m'importe peu, j'ai répondu, en articulant bien, pour que tous les gens assis derrière entendent, j'ai répondu « Ne crois pas ça, fils. Le vent s'est levé à l'autre bout du monde, et celle qui arrive est une sacrée chienne qui fera teinter nos os de nègre. » Oh, la fatigue des jours qui lui pèsent sur les tempes dès le réveil, à l'instant même où il ouvre les yeux, découvrant le plafond jauni de la petite chambre de ce motel du Texas dont il n'est pas sorti depuis 4 jours. Oh, l'épaisse touffeur de l'air et la lourdeur du corps. Il regarde autour de lui, sent sur sa nuque le contact désagréable de l'oreiller synthétique, mouillé de sueur, et sait qu'encore une fois il sera rattrapé par cette fatigue qui le harasse et le laisse jour après jour aussi faible qu'une ombre. La femme à l'extérieur, celle qui vient de taper à la porte et de le réveiller, hésite maintenant car il n'y a plus de bruit. Elle tend l'oreille pour voir s'il se lève, s'il a entendu. Il doit être tard, bien plus tard qu'il ne le pense. Il ne sait plus. Le temps ne l'intéresse plus. Il n'y a que cette fatigue qui ne fait pas de différence entre le jour et la nuit. Il voudrait qu'elle s'en aille, mais il l'entend demander de l'autre côté de la porte avec une voix un peu navrée mais résolue « Monsieur Keanu Burns ?» Et il ne répond pas. Il n'en a pas la force, ni l'envie. Il ne sait plus qui porte ce nom. Il laisse le silence répondre, et elle finit par partir. Il l'entend s'éloigner, avec soulagement, probablement, penaude. Il sait qu'elle reviendra, mais il est seul pour quelque temps encore, alors il s'assoit sur le lit, torse nu, dans l'intention d'aller jusqu'à la petite salle de bain aveugle, se passer un peu d'eau sur le visage. Mais il ne peut pas, et reste là, comme une masse endolorie, la tête entre les mains. Il ne bouge plus. Il pense toujours au même visage, au même bruit, au même cri. Depuis 4 jours qu'il est parti, la plateforme semble le suivre. Pis encore, elle ne cesse de croître en lui. Il prie du bout des lèvres qu'il lui soit donné d'oublier un peu, juste un peu, que certains visages s'effacent, que le bruit des machines ne résonne plus en lui. Mais il n'y a pas de pitié, et il ne peut que jurer, maudire et cracher sur cette mémoire qui enregistre tout, et vous repasse ensuite, pendant des jours et des nuits, ce que vous tentez de fuir. Son corps sue, dès le matin, de cette peur-là. Un torse large et musclé qui n'est pas celui d'un homme fragile, mais qui
dès le matin, se perle de sueur parce qu'il sent qu'il n'est d'aucune force face à cette torture-là. Il n'a plus de jambes, plus de muscles. La plateforme est là. Il se souvient du jour de son arrivée, lorsque chaque bruit le faisait sursauter, ce jour qu'il avait passé à essayer de retenir tout ce qu'on lui disait, les consignes, les conseils, l'impression d'être monté sur un énorme vaisseau de tuyaux et d'huile, un grand monstre qui vit dans un bruit constant de moteurs et de pompes. Les hommes s'affairaient, chacun à leur tâche, silhouettes casquées, emmitouflées dans des combinaisons imperméables, et ils se demandaient comment ils faisaient pour se reconnaître les uns les autres. C'était avant qu'ils ne découvrent les entrailles de la plateforme, là où les corps sont presque nus, tant il fait chaud, l'odeur d'essence mêlée à celle du vent et de la mer, et l'autre, qu'il avait mis du temps à reconnaître, celle du pétrole qu'on ne voit jamais. Au début, lorsqu'il était parti, lorsqu'il avait roulé toute une nuit pour mettre le plus de distance entre Rose et lui, lorsqu'il avait décidé de rouler jusqu'au Texas et d'aller proposer sa force de travail à un puits de forage, il s'était imaginé qu'il aurait les mains dedans en permanence, le jour, la nuit, le visage plein de ce jus écœurant qui sortirait des fissures de la terre, épais et lourd. Il pensait à la ruée des premiers foreurs. Le pétrole, comme seule obsession, jusqu'à en avoir sous les ongles, dans les cheveux et se coucher avec dans les draps. Mais les temps avaient changé. Le pétrole ne se voyait plus, pas pour lui en tout cas, le manutentionnaire. À lui et à ceux qui l'entouraient, on ne demandait que de manipuler d'énormes machines, de raccorder des tuyaux, de déplacer des perceuses. Parfois, bien sûr, un pipeline fuyait et le pétrole suintait, mais il n'y avait pas de jaillissement joyeux, cette pluie noire qui venait tout inonder et mettait à plat par sa force sauvage les baraques de bois alentour. Non. Tout cela était couvert par un bruit constant de machines. Et puis parfois, comme ce souvenir était encore précis, les hurlements d'un homme qui couvre tout. Plainte dérisoire au milieu d'un océan. D'un homme qui vient de perdre ses doigts, écrasé sous une machine, ou dont la jambe est bloquée sous un poids énorme. Alors tout le monde accourt. Mais les machines sont lentes à bouger et ce qui coule à terre n'est pas du pétrole, mais du sang. Ces flaques-là ne peuvent jamais s'oublier. Ce sont elles qui l'entourent partout où il va depuis ce jour où il s'est mis à hurler au milieu de la plateforme sans raison. À hurler, encore et sans cesse. Sans qu'aucun camarade accourût pour voir s'il s'était blessé et ne puisse le calmer, sans qu'aucune parole de réconfort ou aucun ordre d'un supérieur ne puisse le faire revenir à lui. Il s'était mis à hurler, mais même alors cela ne couvrait pas le bruit de la plateforme qui n'entendait rien, ne se souciait pas des hommes et de leur peur, et continuait à pomper dans la mer avec une avidité infinie de machines. Madame Rose Peckerby, êtes-vous sûre de ce que vous dites ? La voix de la juge résonne avec une sorte d'autorité bienveillante. Rose est debout et regarde ses pieds. La juge lui laisse le temps de répondre. Rose essaie de se concentrer, elle perçoit à sa droite l'avocat de Mike qui murmure des commentaires à l'oreille de son client. Il doit jubiler. Il est sûrement en train de lui expliquer que c'est dans la poche, que si elle confirme ce qu'elle vient de dire, il n'aura plus de soucis à se faire et pas un sou à donner. Maintenant que Mike a compris les enjeux de la réponse, il est probablement immobile, tendu d'impatience. « Madame Peckerby », répète la juge avec douceur pour qu'elle reprenne ses esprits. Elle lève les yeux et contemple le visage de cette femme d'une 50aine d'années qui la regarde avec une moue d'attente, comme si elle était elle-même un peu égarée. Cela fait des jours et des nuits que Rose pense à cet instant, des jours et des nuits qu'elle redoute ce juge, l'imaginant comme une créature irascible qui essaierait à tout prix de la mettre à terre. Mais elle s'est trompée. Le danger n'est pas venu de la juge.
Elle sourit à son tour, comme pour remercier la femme de la prévenance dont elle fait preuve à son égard, et elle dit simplement « Oui, Madame la juge, je suis sûre. » Il y a comme une rumeur dans toute la petite assemblée. Son avocat à elle, l'avocat que l'association lui a trouvé, essaie de l'attraper par la manche, mais elle se dégage doucement. Comment en est-elle arrivée là? Elle ne sait plus. Elle n'a pas vu surgir la menace. Je ne peux pas, pense-t-elle. La juge se rejette en arrière sur son fauteuil en cuir avec un air déçu. Très bien, dit-elle, avec une voix fatiguée. Vous comprendrez dès lors que les demandes de pension sont rejetées. Et elle frappe de son petit marteau. Elle frappe sans vigueur, et tout est fini. La misère à nouveau vient d'entrer dans la salle d'audience, et tout attend Rose comme auparavant. Sa vie claudicante, ses erreurs, les yeux baissés pour vivre, tout l'attend, et le petit marteau de la juge vient de dire que c'est normal, que c'est ce qu'elle mérite. Elle n'a ni la force de bouger, ni celle de quitter la salle. Elle jette un coup d'œil à Mike, qui serre chaleureusement la main de son avocat en répétant incrédule « Alors, rien ?» Et l'autre lui répond avec l'air d'un homme qui sait rester modeste dans la victoire « Rien. » Leurs regards se croisent, elle le fixe. C'est la seule personne dans cette pièce à savoir qu'elle vient de mentir et que ce mensonge la condamne à perdre. La seule. Mais elle voit dans ses yeux qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a fait cela. Elle trouve cela juste, au fond. Il vaut peut-être mieux qu'elle garde ses secrets et retourne simplement à la laideur de sa vie. Il ne s'est toujours pas levé de son lit. La femme de chambre est revenue et elle frappe à nouveau. Combien de temps s'est-il écoulé depuis la dernière fois? Il n'en a aucune idée. La voix est plus assurée. Elle porte en elle maintenant comme une menace. « Monsieur Kenya Burns !» Comme si elle gourmandait un enfant, l'exhortait à revenir à la raison. Mais il ne peut pas répondre, ni ouvrir, ni même rester concentré sur sa voix à elle. Il ne peut pas. Il continue à penser à cette longue suite de jours, de mois et d'années qu'il a laissés derrière lui en venant ici. 6 ans de pétrole. 6 ans qu'il vient d'annuler en fuyant, en roulant sans s'arrêter jusqu'à s'effondrer dans ce motel de nulle part. Il avait vraiment cru que le pétrole serait une nouvelle vie. Tout s'était bien passé au début. Son arrivée, un soir de janvier 1999, à Houston, son entrée chez Monson's Oil comme ouvrier manutentionnaire, 4 saisons à travailler comme un dogue ne rechignant jamais à la tâche, allant où on lui disait d'aller, acceptant les heures que les collègues refusaient de prendre le week-end, les nuits, faisant son trou, 4 ans. Il avait vraiment cru que ce serait sa nouvelle vie. Jusqu'à ce jour, il y a quelques semaines sur la plateforme, au milieu du golfe du Mexique entouré par la haute mer qui se gonflait avec noirceur, où il s'était retrouvé à hurler « Lâchez-moi ! Lâchez-moi !» alors que personne ne le tenait. Il se souvenait encore du vent de la mer, du goût de sel, du regard effrayé de ces hommes qui avaient à peine osé l'approcher et lui qui ne pouvait s'empêcher de répéter toujours cette phrase « Lâchez-moi !» alors qu'une partie de lui savait qu'elle était absurde, qu'elle le ferait passer pour fou et qu'il fallait qu'il cesse de la prononcer. Il se revoyait, droit comme un i, au milieu de la plateforme, avec les ouvriers qui approchaient doucement et lui qui serrait les dents, comme si la plateforme tanguait alors que rien ne bougeait, que les nuages dans le ciel et les paquets d'embrun, parfois, qui venaient rincer les bâtiments. « Lâchez-moi !» Il avait fallu 4 hommes pour le maîtriser. Et aujourd'hui, lorsqu'il essayait de se souvenir de ces instants, tout se mêlait. Il se voyait donnant des coups de pied pour qu'on ne l'attrape pas, mais il revoyait aussi le corps grimaçant de Pick McDowell qui se tordait comme une anguille, alors que c'était une autre scène, un autre jour. Le corps de Pete, au moment où la sirène d'alerte au feu résonnait sur toute la plateforme. Combien de temps était-ce avant
Il ne savait plus. Tout se confondait. Même immensité du ciel, ignorant de la douleur des hommes. Même combat de muscles. Pete avait tellement mal à la jambe qu'il ne se laissait pas plaquer au sol alors que le toubib était là et voulait lui découper le pantalon pour qu'il cesse de fondre sur sa peau. Mais il n'y avait rien à faire. Pete hurlait en se débattant comme si des fourmis lui couraient le long du torse. Et l'odeur de grillé montait de partout. Des camarades, morts, brûlés vifs, en quelques secondes. Et les corps, ensuite, qu'il fallait désincruster des sols, soudés qu'ils étaient par la chaleur. Des corps d'hommes avec qui on avait bu, échangé un mot, veillé la nuit. Des corps d'hommes qu'il fallait déposer dans des sacs avec précaution pour qu'ils ne se cassent pas comme des bouts de bois calcinés. Tout se mélange. « Il faut me laisser entrer maintenant. Je dois faire la chambre. » La voix de la jeune femme derrière la porte le fait sursauter. Il ne répond pas. Il sait qu'il va devoir ouvrir, sinon le gérant va finir par venir, car tout crasseux que soit le motel, la Mexicaine doit pouvoir entrer et faire son travail, sans quoi on ne tardera pas à le considérer comme un ennui. Et alors, plus personne ne le laissera en paix. Il sait qu'il doit se lever et ouvrir la porte, car elle frappe à nouveau. Mais il n'en a pas tout à fait la force. Il est encore là-bas, sur la plateforme, sentant les mains qui l'agrippent pour l'amener à l'infirmerie, entouré de la voix de ses camarades, ces voix graves qui essaient d'être rassurantes et posées, mais qui trahissent la peur. Il est là-bas, et le corps de Pete se tord de douleur. 3 morts ce jour-là, 3 brûlés, vifs, à cause d'une erreur de bouton et de la défection d'une pièce. Ça n'arrive jamais, a dit quelques jours plus tard l'expert, lorsqu'il est sorti de l'hélicoptère. Et à cet instant, tous ceux qui étaient là se sont retenus de ne pas se jeter sur lui et le frapper de toute leur force, parce que c'était arrivé justement, et peu leur importait à eux que ce soit la première fois ou non, c'était arrivé. Dorénavant, l'odeur les hantrait la nuit. Dorénavant, chacun se demandait combien de sacs mortuaires il y a sur la plateforme. Ça n'arrive jamais. Et la pièce défectueuse avait été changée, bien sûr. Le pétrole continuait à être pompé, sans cesse, de jour comme de nuit, que la mer soit démontée ou calme, que les hommes pleurent sur leurs couchettes de peur et de dégoût, peu importe. Les machines foraient. Lâchez-moi. Elle n'entendait pas. Lâchez-moi. Elle pompait, et c'était la seule chose qui soit sûre en ce lieu. La seule chose qui soit solide et rassurante. La machine qui pompait. Infaillible. « Monsieur Burns !» Elle crie maintenant. Juste au moment où il s'est levé, il se passe une main sur le visage et va ouvrir la porte. Cela fait 4 jours que la lumière n'est pas entrée dans la chambre. Il ouvre. Elle le regarde, avec stupeur, mais elle ne dit rien, malgré les 3 fois où elle a appelé, malgré sa colère qui ne cessait de monter, elle ne dit rien. Peut-être lui fait-il peur, ou peut-être ne voit-elle qu'une seule chose, que la porte est ouverte et qu'elle va pouvoir faire ce pourquoi on l'appelle. Alors elle baisse la tête et entre. Il sort, fait quelques pas dehors et attend dans le couloir extérieur qui domine le parking, le temps qu'elle finisse le ménage. Mais il sent qu'il est encore là-bas, et il a besoin de toutes ses forces pour ne pas hurler à nouveau, car Pete est en son esprit, et le médecin n'arrive toujours pas à couper le pantalon au niveau du genou. Le tissu brûlé continue à griller les chairs. « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Et les hommes autour ouvrent grand leurs yeux devant tant d'horreur, le visage révulsé
et l'âme transie, alors qu'ils aimeraient les fermer, oh oui, les fermer, et ne plus entendre que le vent, simplement cela, le vent éternel qui gonfle les vagues. Le gardien Moore m'a rendu ma carte de visiteur, puis il a fait une moue contrariée et a appuyé sur le microphone pour que je l'entende malgré l'épaisse vitre qui nous séparait. « Faites attention, révérend, le chenil est agité aujourd'hui. » Puis il a actionné le déverrouillage de la porte. Je suis entré. Nous sommes mardi. Il est 8 heures et je m'enfonce dans les couloirs d'Orleans Parish Prison. Je vais rendre visite aux prisonniers. Je les attendrai dans la petite chapelle du sous-sol. Je les écouterai. Je les confesserai. Je prierai avec eux. Une fois par semaine, je plonge dans le bâtiment longeant à perte de couloir des cellules où s'entassent des noirs. Le Seigneur a mis au fond d'eux le crime et la luxure. Ils sont là. Je les regarde. Il ne faut pas avoir peur de les regarder. C'est notre visage de faiblesse. Ils sont sur notre chemin pour que nous considérions leur laideur. Je ne sais pas si certains d'entre eux peuvent être sauvés. La plupart semblent ne rien éprouver. Ils ne parlent pas de repentance et ne sont torturés d'aucun remords. Mais je viens tous les mardis pour ne pas oublier le visage du mal. Tueurs, pilleurs, voleurs, alcooliques, drogués, c'est la face immonde de la ville qui se tient là. Elle pullule et sent la sueur. Ils se grattent les croûtes comme des chiens galeux. Ils font peur et je dois vaincre cette peur. Ils me dégoûtent et je dois vaincre ce dégoût. Je ne suis qu'un homme. Christ en sait plus que moi et je sais qu'il veut que je descende ici. Alors je le fais pour devenir meilleur. Je marche, comme d'habitude, jusqu'à la petite chapelle du sous-sol qui ressemble à une cellule, mais je sens qu'aujourd'hui quelque chose n'est pas comme d'habitude. Moore a raison. Personne ne me hèle, personne ne me salue. D'ordinaire, il en est toujours un ou deux pour m'accueillir d'un Alléluia, histoire de se moquer un peu et de me dire bonjour. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Ils sont tous au fond de leur cellule, se tenant éloignés de la lumière. Je sens une tension autour de moi, comme si les murs eux-mêmes étaient irrités. Ils m'épient avec méchanceté. Aujourd'hui, quelque chose ne se passera pas comme prévu. Je me mets à prier, tandis que je marche. À voix haute, je prie pour qu'ils entendent la parole de Dieu et qu'elle les apaise. Je prie pour qu'ils voient que je suis fort d'être plein d'elle et que cela me met à l'abri de leur mauvaise humeur. Je prie pour qu'ils s'approchent, me montrent leur visage et se mettent à chanter avec moi. Aujourd'hui est peut-être le jour où l'amour leur ouvrira le cœur. Je prie dans les couloirs. La Bible serrée sous le bras, je traverse l'unité B des bâtiments Templeman 3, mais ils ne chantent pas. Ils s'approchent de la porte de leur cellule, mais ce n'est pas pour prier. Ils me regardent et ma présence les excite, les réveille, les énerve, leur donne envie de mordre. Alors ils se pressent contre les grilles à mon passage et se mettent à aboyer comme des chiens enivrés de colère. Ils aboient, oui, et je sursaute de tant de sauvagerie. « Tais-toi, Buckley !» a dit le gardien au bout du couloir, mais je ne peux plus m'arrêter. Je me suis mis à aboyer comme les autres. D'un coup, c'est venu comme ça. Le révérend passait devant nous et nous avions envie de mordre depuis le matin. « Qu'est-ce qui te prend, Buckley ?» Il me le demande à moi parce que je suis le plus près et peut-être aussi parce que cela ne me ressemble pas, mais je ne réponds pas. J'aboie. Et le révérend accélère, transi de peur. D'ordinaire, certains l'apprécient et lui parlent avec respect. Aujourd'hui, nous ne voyons en lui qu'un homme au pas pressé, un blanc qui tient une Bible bien serrée et porte sur le visage un air d'inquisiteur en campagne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous le haïssons de loin, nous sommes les bêtes qu'ils veulent que nous soyons. Les chiens du chenil. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.